Merci beaucoup Erwan d'avoir fait un crochet par Nantes. Tu devais à l'origine participer au jury du IBLAB, nos ateliers data journalisme ce soir, mais tu es retenu par l'organisation d'un débat sur les municipales à Marseille. Voilà. Mais tu as donc maintenu un crochet par Nantes. Alors on est très heureux de t'accueillir. Je pense que la plupart des gens qui sont présents ici te suivent sur Twitter. Tu as comme pas mal de followers et lisent tes billets depuis un certain temps maintenant sur les médias numériques. Et tu maintenant, depuis un peu plus d'un an, tu as rejoint France Télévisions. Oui. Voilà, donc la première question, c'était que tu nous expliques un peu ce que tu fais depuis un an dans cette grande maison qui est France Télévisions. Et puis ensuite, je propose, moi j'ai quelques questions, hein, on va parler un peu de Social TV, des municipales, de votre partenariat avec Google, et j'aimerais bien qu'on discute un peu aussi de l'avenir numérique de France 3 et des médias locaux aussi. Tout à fait. Mais déjà commencer par une présentation et essayer de mieux comprendre ton rôle qui me semble assez multitâche c'est le bon mot dans la maison. Donc voilà, si tu peux nous raconter ça et après on prendra vos questions. Alors moi donc j'ai rejoint France Télévisions il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans et puis en tant que salarié 1 an. J'ai basculé du côté obscur de la force il y a un petit peu plus d'1 an, voilà. Et j'ai le titre à rallonge, comme on aime bien en faire, de directeur adjoint à la coordination des sites régionaux et ultramarins. Ça veut dire qu'en gros, on doit essayer de développer, de concevoir l'offre numérique des 24 sites régionaux de France 3, qui en fait, avec nos camarades de France Bleu, quand même un réseau assez unique, puisque c'est un média régional, et en même temps, c'est un média national, puisqu'on est présent dans toutes les régions. Donc c'est assez intéressant, et qu'on est encore plus présent, puisque, la petite différence avec nos camarades de la radio, on est également présent dans 9 territoires, départements, et j'oublie des dénominations d'outre-mer, sur lesquels on fait à la fois de la télévision et de la radio. Donc on a des sites qui sont des sites de télévision et des sites de radio. Et donc, depuis 18 mois, on est arrivé avec toute une équipe, avec Stéphane Mazorato, avec qui on dirige cette équipe, pour essayer de repenser l'offre numérique d'une information régionale de France 3. Et puis, parce que ça suffisait pas, ça faisait pas assez, hein, 30 et quelques sites, c'était pas assez, donc je me suis aussi un peu plongé dans la Social TV. Et je travaille énormément en direct sur les émissions d'information et sur les dispositifs de Social TV ou de ce qu'on appelle, puisqu'on adore les anglicismes, de second screen, donc de second écran, sur des émissions comme Mots croisés, comme Des paroles et des actes, comme Envoyé spécial, Infrarouge, et des choses comme ça. Donc là, on a une équipe de Social TV qui est dirigée par Antonio Grigolini au sein de France Télévisions Édition Numérique, qui fait un formidable boulot. Et moi, avec cette équipe, je travaille un peu plus particulièrement sur tout ce qui est information. Et ça touche aussi les sites régionaux, parce que nous avons installé le dispositif. On a commencé à injecter la Social TV aussi dans les antennes régionales. Depuis septembre dernier, on a commencé à déployer ça. Ce qui s'est fait assez rapidement, parce que toute la partie Social TV, c'est quand même encore très très récent à la télévision, et notamment en matière d'information. Mais aujourd'hui, les 24 antennes régionales de France 3 sont équipées pour pouvoir faire en méthode, en application et en process, sont équipées pour faire de la Social TV. Et on est en moyenne à 10 à 12 émissions toutes les semaines, notamment sur le fameux créneau de direct qui est La Voix est libre, qui est l'émission en direct dans chaque station de France 3, chaque samedi à 11h. On est très content de voir arriver 10-12 émissions chaque semaine qui sont pas toujours les mêmes antennes, ça dépend des sujets, mais qui sont en direct et en mode Social TV. Je sais qu'à Nantes, il y a aussi le Canary Play, merci, qui le fait également. Et donc ça, c'est l'autre axe, vraiment on travaille là-dessus. Et puis, comme c'était pas encore tout à fait suffisant, il nous restait un peu de temps la nuit, donc on s'est dit qu'on allait rajouter encore quelque chose. Je me suis en charge aussi du plan de formation numérique qu'on appelle OTIL. Alors je ne sais absolument plus pourquoi on appelle OTIL. Je crois que j'ai jamais su. J'ai lancé ce plan et j'ai accepté l'acronyme sans jamais savoir. Et Cyril en sait quelque chose parce que on l'a beaucoup fait intervenir dans le plan de formation OTIL et avec brio auprès des équipes régionales. Et là, l'idée, c'était aussi de former numériquement
un maximum de journalistes en région. Donc on a formé en 2012 et en 2013, si on cumule les deux plans, on a fait l'équivalent d'un petit peu plus de 700 journées de formation au sein de France 3. Donc il y a un véritable effort. Ça a été le plus gros effort de formation de France Télévisions, qui est quand même une maison de près de 11 000 salariés et qui a donc des budgets, des plans de formation très très lourds évidemment, mais le plus gros effort a été fait en 2012 et 2013 sur la formation aux nouvelles pratiques journalistiques numériques et avec moi je pense un certain succès, parce qu'on avait beau être parti pour refaire les sites, que j'espère, je vais me brancher quand même pour pouvoir montrer les choses. Hop. Ici. On a refait entièrement les 24 sites de France Télévisions, donc ça c'est le passage évidemment France 3, Pays de la Loire. Il apparaît tout de suite dans mes recherches, j'y vais très souvent. Et on a évidemment refait ces sites, on les a complètement repensés. On les a repensés si c'était des sites qui étaient plutôt des sites d'antenne, donc qui étaient là pour être la vitrine de ce qui se passait à l'antenne, mais on les a véritablement recentrés sur l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la promesse qu'on essaye de tenir et qu'on a mis en place, c'est qu'on a de l'information, si ce n'est en temps réel, en tout cas une information vraiment quotidienne qui n'a plus à envier, en tout cas en rythme d'information, ce que nos camarades de la VQR faisaient, qui n'était pas forcément le cas avant au sein de France Télévisions. Ils sont encore pour certains plus performants que nous, mais on remonte, et on peut produire comme ça quinzaine en moyenne et parfois beaucoup plus d'articles chaque jour sur l'information sur nos sites. Mais on s'était dit, on était convaincus de ça, et moi le premier qui a toujours été un pèlerin de la formation là-dessus, que refaire les sites, donner des outils plus intéressants, plus faciles, plus souples, c'était très bien, mais si on ne formait pas, si on n'accompagnait pas les gens aux nouvelles pratiques et à tout ce qui se lance et tout ce qu'on voit passer qui est particulièrement intéressant à utiliser journalistiquement, ça ne serait pas très utile. Et c'est compliqué parce que, d'abord, vous le savez, vous faites une veille régulière, ça va très très vite. Et nous, quand on veut former des gens, ça va très très vite. Et il faut former des gens dans 24 rédactions différentes, 24 cas de figure différents. Et je vais rajouter nos amis des Tom parce qu'on les a formés aussi. Ça n'a pas été la partie la plus désagréable de certains formateurs qui ont pu aller faire des semaines de formation en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie. Les moins chanceux ont eu droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pas le même bagage, on n'amène pas la même chose. Mais c'est compliqué parce que du coup, un réseau de 24 rédactions, 24 organisations qui ont bien sûr un ton commun, mais qui ont aussi des spécificités très particulières à chaque fois, ça prend du temps de les former. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur le même temps. Le temps de répandre une pratique, le temps de répandre un outil, le temps de former 24 pilotes numériques, 24 éditeurs, potentiellement peut-être un journaliste contributeur de plus, vous êtes tout de suite sur des tailles où en plus vous n'êtes pas centralisé. Donc on est à une taille de rédaction nationale, avec les questions que ça pose, mais dans 24 endroits différents, avec 24 organisations un peu différentes. Donc voilà ce qu'on fait. Sur quoi elle a porté la formation, précisément Alors elle a porté, on a été assez ambitieux, puisqu'on avait 9 modules de 2 à 3 journées de formation, qui portaient aussi bien sur les nouveaux outils éditoriaux numériques, donc ça allait être, est-ce que Coverit peut être intéressant, comment vous allez l'utiliser, et j'en passe les meilleurs, surtout que notamment ce module d'outils, on l'a modifié plusieurs fois au fur et à mesure de l'année, on a enlevé des outils qu'on trouvait très intéressants, on en rajoutait quand ils commençaient à émerger. Ça a été un exercice auprès des formateurs qui n'a été pas évident pour eux parce qu'on calait une formation en janvier, et puis en mars on leur disait non, en fait t'as déjà fait 3 sessions, mais les 3 prochaines ça va être complètement autre chose. Donc on avait des formateurs comme Cyril justement. Nous moi j'avais cette volonté d'avoir des formateurs. Ça a été pas forcément évident à faire accepter au départ parce que c'était pas la façon de fonctionner, et c'est vrai que c'était un peu nouveau, mais on a pris des formateurs qui n'étaient que des formateurs, que des gens qui étaient actuellement, au moment où ils sont entrés ils dispensaient la formation, qui étaient des journalistes en poste dans des médias numériques. Je voulais des gens qui étaient à la fois capables d'avoir le discours théorique de ce qu'on doit comprendre sur l'information numérique, mais qui étaient aussi capables de savoir que à France 3 co-meilleur, malgré l'image qu'on peut avoir de France Télévisions qui aurait des moyens illimités, j'adorerais, mais c'est pas le cas. Je ne sais même pas si j'adorerais, parce que je n'ai jamais vu une rédaction dans laquelle on ne me dise pas il faudrait qu'on soit 2 ou 3 de plus. Je pense qu'on serait 300 dans chaque rédaction, on me dirait que 350 ça serait utile. À 350, on me dirait que 375 c'est super nécessaire parce qu'on est débordé. Donc je suis même pas sûr que si les moyens étaient illimités, ça serait beaucoup mieux. Mais
Du coup, on voulait des gens qui étaient capables de faire de la théorie, mais aussi capables de dire oui, cet outil, il est super, tout le monde en parle, tout le monde est en train de flasher là-dessus, c'est génial, sauf que vous n'aurez jamais concrètement le temps de l'utiliser de façon intéressante, donc ne vous plongez pas là-dedans. Si c'est pour l'utiliser une fois dans l'année et perdre des heures et des heures de boulot pour faire un truc, il faut être rationnel, vous n'êtes pas organisé pour pouvoir le faire, c'est pas la peine. En revanche, ce petit outil, ce petit singling, ce petit pictochart, ça paye pas de mine, ça vous paraît un peu tout bon, tout simple, mais si vous êtes très malin dessus et qu'on le prend vite en main, on peut trouver des choses à faire intéressantes avec. Donc on était vraiment avec des gens comme Cyril, comme Jean-Luc Nagel, comme Eric Métou, vraiment des gens, on a pris des gens qui étaient les mains dans le cambouis, qui étaient capables d'avoir ce discours auprès de la rédaction et pas simplement des théoristes de l'information numérique. On dit plein de choses, moi par exemple, je trouve ça très amusant les gifs, je trouve ça très sympa, on s'en partage tous. Pour moi, c'est pas un format d'information, on ne va pas en faire un format d'information. Je n'avais pas intégré le fait de dire regardez ce qu'on peut faire avec des gifs. Ça peut être très sympa, il y en a qui arrivent à faire des choses très bien, mais ça restera sans doute très marginal. Je ne vais pas prendre du temps auprès de toutes les rédactions pour leur dire regardez, vous allez pouvoir faire des gifs. En revanche, on a essayé de leur passer à travers les différents modules qui étaient la vidéo, sur le web, parce que ça c'est une vraie révolution pour une maison comme France Télévisions, et c'est tous les réseaux sociaux. Et c'est pas facile parce que notamment sur la vidéo, vous arrivez dans une maison où la vidéo ils connaissent ça par cœur, ils savent faire, ça fait 50 ans qu'ils font de la vidéo et qui ce sont des professionnels de la vidéo. Donc de prime abord vous avez une réaction qui est ou des gens qui vous disent mais d'où est-ce que tu viens m'expliquer ce que je fais depuis 20 ans, t'es gentil, et puis en plus avec des outils assez sympas, enfin ça n'a pas la qualité de ma Betacam, certes, mais je peux avoir 4 journalistes avec 4 iPhones dans la manifestation la semaine dernière, au lieu d'avoir un mec avec une Betacam un peu coincé, puis qui va se faire bousculer, et on ne peut pas faire les mêmes choses. Donc il faut leur dire, on ne vient pas faire à votre place, et on ne vient pas faire autre chose, mais c'est pas la même chose. Mettre une vidéo faite pour l'antenne, si bonne soit-elle, si intéressante soit-elle, soit dedans elle a un scoop et elle va marcher parce que c'est le contenu de l'information qui fait qu'elle va fonctionner, soit c'est pas un scoop, ce qui est quand même, quel que soit le média, par le France Télévisions, mais n'importe quel journal, c'est pas le gros de la production, c'est pas des scoops. Et bien quand vous n'êtes pas un scoop, si vous mettez une vidéo faite pour l'antenne, c'est-à-dire avec des plans de coupe, avec de la voix off, ça ne fonctionne pas sur le web, ça n'est pas la grammaire de la vidéo du web, ça n'est pas ce que les gens regardent. Donc évidemment, on ne produit pas que ce que les gens veulent voir, mais on essaye de coller aux usages. Et ce qu'on fait, que ce soit dans le plan de formation, que ce soit dans le plan d'action qu'on a mis en place pour les municipales, que ce soit dans les sites que l'on fait, dans l'accompagnement, on essaye toujours, ça c'est impulsé totalement par Bruno Patino et il a 100 fois raison, c'est de coller aux usages, coller. Ce qui n'est pas forcément évident quand on est dans un média d'origine comme la télévision, qui n'est pas forcément un média qui a eu à coller aux usages, parce que les usages de consommation de la télévision, ils ont assez peu bougé pendant très longtemps, et même aujourd'hui on voit que la principale nouveauté dans ce changement, c'est plus le fait qu'ils font autre chose en même temps, mais ils continuent de la regarder, la télévision. Mais ils la regardent en catch-up, ils la regardent en VOD, ils la regardent en tout temps, ils la regardent avec un second écran de plus en plus dans les mains. Mais la production en elle-même, la façon de faire de reportage télévisé, il n'a pas énormément changé. Donc il faut impulser cet esprit, et donc à travers des modules qui étaient en effet la vidéo, les réseaux sociaux, l'écriture, l'éditing, l'image sur le web, on a vraiment passé tout ça en revue avec cet esprit-là au départ. C'est surtout presque plus que ce que vous allez voir concrètement comme outils et choses comme ça. Gardez en tête que tout ce qu'on vous a dit dans 6 mois, c'est sans doute plus valable, mais c'est la gymnastique, la capacité, la souplesse d'intégration qui était importante. Et alors une manière de coller aux usages, par exemple, là, sur choses que vous avez pu faire. Alors, une manière de coller aux usages, il y a plusieurs choses. Évidemment, on est devenu très présent sur les réseaux sociaux en très peu de temps. Ça, c'est, j'avoue, une grande fierté, parce qu'évidemment, c'est un petit peu le monde à les réseaux sociaux. On est aujourd'hui à un demi-million de fans Facebook sur l'ensemble des 24 régions de France 3. Ce qui fait de France 3, des régions de France 3, le premier apporteur d'audience par les réseaux sociaux du groupe France Télévisions, plus que les chaînes nationales. Et je ne compte pas là-dedans, en effet, les comptes de France 3 Nation, qui ne sont pas des comptes tournés vers l'information particulièrement. Un demi-million de fans qui nous apportent entre 15 et 20% de notre audience. Donc on a, pour parler par ces termes abominables, on a du reach, qui est
absolument bon parce qu'on travaille sur la proximité, parce qu'on travaille justement, on a essayé, on colle aux usages, on regarde avec les pilotes régulièrement quelles sont les nouvelles tendances de consommation de Facebook, combien de posts, vers quelle heure, etc. Ça bouge, et puis en même temps on est aussi très au feeling, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y aura jamais, en tout cas pas par nous, une grille en disant il faut qu'à 8h12 il y ait un post Facebook, parce qu'il y a une étude qui a montré qu'à 8h12 les posts Facebook ils sont plus lus. On a des tranches horaires où on sait que ça marche, mais la principale, ce qui va faire le succès, c'est le faire du journaliste qui, là, maintenant, j'ai une bonne information à vous donner, et je sais en revanche la tourner, qu'elle soit plus partagée, plus vue sur Facebook, que si je la tournais autrement. Donc vous avez une communauté, tu dis, d'internautes qui sont fidélisés, engagés, très proportion 1,5 million de fans, 150 000 followers sur Twitter, et je pense à la fin des municipales, 100 000 followers sur Google+, qui est un réseau sur lequel on est en train de venir de plus en plus. Je suis pas encore convaincu de ce qui va se passer sur Google+, comme tout le monde. Seulement je sais une chose, c'est que Google est tout à fait capable de sortir dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, une fonctionnalité à laquelle personne n'avait pensé, et qui peut propulser Google+, comme un incontournable à la taille de Facebook ou Twitter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de représentatif, c'est-à-dire qu'auparavant, sans aucun doute, comme dans beaucoup de médias, on aurait attendu que Google+ devienne un incontournable pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qui s'est passé avec Facebook dans toutes les rédactions. Hein. Il y a 10 ans, tout le monde a regardé ça de loin. C'est quoi ce truc de geek, là, le petit Zuckerberg, tout ça, ok. Maintenant, on est tous à se prosterner devant lui. Est-ce que tu peux nous filer un peu d'audience, s'il te plaît? Twitter, ça a été un petit peu plus rapide, mais c'était quand même post-explosion dans les usages. On essaye, par exemple, sur des choses comme Google+, de se dire, si ça explose, on ne sera pas « Ah, ça explose, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais on sait déjà comment ça fonctionne, on a déjà une présence et on sait comment on va l'optimiser. Avec, en revanche, je pense notamment à Pays Gallois qui fait des choses très intéressantes sur Google+. Et je parlais du GIF qui n'est pas un format d'information, sauf quand on sait le transformer. Un post Google+ avec un GIF qui est en fait un diaporama de la manifestation fait que d'entrée de jeu, je donne de l'information sur mon réseau parce que au lieu de faire un GIF amusant, j'ai fait un GIF qui est en fait, j'ai biaisé l'outil pour faire mon diaporama photo dans mon post de réseau social. Et côté moyen, c'est en moyenne là, sur les équipes web des sites régionaux, c'est combien de personnes? Sur les sites régionaux, on est en moyenne plutôt en dessous de 3. C'est-à-dire que on a à minima normalement un pilote numérique, généralement un rédacteur en chef ou rédacteur en chef adjoint, qui est celui vraiment qui alimente, qui est vraiment le cœur de la machine numérique dans chaque station. Un éditeur qui n'est pas forcément, mais généralement n'est pas forcément un journaliste qui va plus avoir des fonctions de homepage manager, justement de travail sur les réseaux sociaux, de viralisation des contenus, et en règle générale un journaliste supplémentaire mais qui n'est pas forcément une personne, c'est-à-dire que c'est un ETP, pour prendre ces superbes termes bureaucratiques, emploi à temps plein. Donc ça va être des journalistes qui vont se relayer, voilà, un équivalent pardon à temps plein, qui vont se relayer. Et puis on a des situations très différentes. On a des stations où on va avoir plus de 4 à 5 personnes, et on a des stations où on va être au minimum de 2. Nous, ce que nous voudrions, notre objectif à terme, c'est d'avoir 4 personnes par station. C'est peu hein, par rapport à un desk de nos camarades de Ouest France, de Sud-Ouest, où j'ai travaillé avant, et c'est peu. C'est peu, mais on n'a pas de moyens illimités, très loin de là. On est quand même dans une contrainte budgétaire assez importante. Cette année, France Télévisions doit faire 300 millions d'euros d'économie. Et même quand vous avez 1 milliard de chiffre d'affaires, 300 millions d'euros d'économie, il faut aller les chercher. Hein. C'est pas juste en limitant les pages de photocopieuses qu'on les trouve. Donc, notamment, on a nous-mêmes, si on est un peu préservé au numérique avec la volonté forte de Bruno Platino d'en faire un axe de développement du groupe, on ne peut pas créer des postes, puisque là aussi, si on décide, c'est toujours cette dimension, dans une rédaction quelle qu'elle soit à Sud-Ouest, qu'elle soit au Monde ou à Libé, si vous dites qu'il faut 2 postes de plus pour que le numérique décolle, vous avez une vraie impulsion tout de suite. Moi, si je dis qu'il faut 2 postes de plus dans les régions, ça veut dire qu'il faut 48 personnes. Déjà plus du tout sur les mêmes choses, hein. On est tout de suite sur des volumes importants. Mais pour l'instant, on tient, je dirais, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que ça donne par exemple sur France 3 Pays de la Loire? Je crois que c'est pas mal. Oui, alors j'ai pas chaque station en tête. Globalement, en 2012, on a fait une augmentation d'audience de 190% et en 2013 de 175%. On espère faire plus en 2014, municipal aidant. Et on sent que ça commence à démarrer gentiment et on est aujourd'hui sur une moyenne, notamment depuis tous les mois on bat un record à peu près, et je pense qu'on devrait être aux alentours d'une quinzaine de millions de visites mensuelles pour l'ensemble des 24 sites. Ce qui n'est pas énorme, ce qui est énorme par rapport où ça en était il y a 2 ans,
c'est vraiment un bond assez impressionnant. Et on aura fait, quand on sera à ces 15 millions de visites, on aura fait la moitié du chemin qu'on veut faire, c'est-à-dire que France 3, l'ensemble de l'offre numérique de France 3 Régions a sa place dans les 15 premiers sites d'info en France. Avec 15 millions, on n'y est pas encore, mais... ça fait combien en visiteurs uniques? En visite, alors on a un bon ratio, un mauvais ratio de visite et un bon ratio de visiteurs uniques. C'est-à-dire qu'on a sur les 15 millions de visites, on doit être à 12,9 à peu près de visiteurs uniques. C'est évidemment quelque chose sur lequel on a encore un gros effort, c'est d'avoir un retour plus régulier du nombre de visites. On a lancé nos sites mobiles il y a quelques mois et qui sont en train de prendre beaucoup de place là-dessus et qui améliorent grandement, on le voit, la tendance est très positive. On soumet lundi aux différents stores l'application de France 3 Régions qui va donc permettre de suivre l'ensemble de l'information régionale en choisissant ses régions, en se géolocalisant si on bouge, regarder les JT en direct, les replays, etc. Mais on a encore beaucoup de travail. Tu parlais des municipales, donc pas mal d'initiatives sur les municipales du côté des sites de France 3, France Télévisions plus largement. Il y a un partenariat notamment avec Google. Pourquoi ce partenariat avec Google, qui peut aussi poser question, parce que Google n'était pas un concurrent. Moi, quand quelqu'un... on peut se poser la question, elle est légitime de se la poser. Moi, ma réponse, c'est que quand un site fait que 95 ou 96% des internautes passent chaque jour dessus, je ne le considère pas comme un concurrent, je ne me pose même pas la question, c'est pas un concurrent, c'est quelqu'un avec qui je dois apprendre à travailler. Je dois apprendre à travailler sans leur vendre, sans leur donner ma richesse. Je sais qu'ils ne me donneront pas la leur. Je dois faire du gagnant-gagnant. On pense qu'avec ce partenariat, on a fait un gagnant-gagnant. L'idée avec Google, c'est ça. Les élections municipales. Un moment important pour les citoyens qui voudraient se sentir plus proches du débat politique. Et si pour la première fois, vous pouviez depuis chez vous débattre avec les candidats sur les sujets qui vous préoccupent vraiment. À l'occasion des élections, France TV Info, France 3 et Google lancent Mon Débat 2014. Depuis votre ordinateur, discutez en chat vidéo avec les candidats qui sont sur le plateau de France Télévisions grâce au Hangout en direct Google+. Votre voix compte, faites-la entendre en vous inscrivant sur Mon Débat 2014. Dans les petites vidéos de promo, on est toujours très fiers de les montrer, mais en fait, ça explique que je n'ai rien. On est très fiers de les montrer, parce qu'on s'embête beaucoup à les faire. L'idée de ce partenariat avec Google, c'est pas tant de faire un partenariat avec Google, j'espère que mes camarades de Google n'écoutent pas, mais c'est pas tant le partenariat avec Google, c'est que là encore, on est dans cette idée de souplesse. Ils ont des outils dans lesquels on s'est dit qu'on avait quelque chose d'intéressant éditorialement à faire. C'est l'élection de proximité par excellence, c'est celle qui intéresse le plus les gens avec la présidentielle, mais c'est le moment phare des médias régionaux. Donc on voulait vraiment faire des choses. Évidemment, ces élections, elles sont traitées tous les jours sur tous les sites, avec un maximum d'articles, de vidéos. Mais ça, je dirais, une fois qu'on a fait ça, à la fois on a fait le boulot, et à la fois on est noyé dans la masse de toute la PQR qui le fait désormais, quand même globalement plutôt bien, voire très bien pour certains. Moi, je vois notamment ce que font nos camarades de la Voix du Nord, c'est assez remarquable sur les élections, c'est vraiment de très très bon boulot, et ils ont vraiment pris une dimension supplémentaire depuis un an là-bas, et c'est pas les seuls bien sûr, mais une fois qu'on a fait ça, on a fait le boulot, mais où est-ce qu'on a un peu innové? Si nous, en plus, on est un peu comme ça dans l'équipe numérique de France Télévisions, qui tendance à se dire, c'est bien de faire le boulot, c'est la base, mais où est-ce qu'on s'amuse à se mettre des défis, des trucs qu'on n'avait pas encore fait? Et on s'est donc dit, voilà, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait un média à l'origine de vidéo, on est un média de proximité, mais finalement, il n'y a pas tant de proximité que ça des gens à l'antenne, c'est-à-dire que des vrais gens de la vraie vie qui viennent parler avec les candidats, on en voit très peu à la télévision, que ce soit France Télévisions ou ailleurs, parce que c'est compliqué, parce que c'est lourd, parce que c'est un média compliqué pour les gens, c'est-à-dire qu'à la différence de ce qu'on croit souvent, on se dit, oh, les gens, en fait, vous les invitez pas. Non, mais c'est juste que des gens qui sont capables d'être sur un plateau de télévision, d'être à peu près à l'aise avec ce truc qui est vraiment un barnum industriel, avec plein de gens dans tous les sens, des lumières dans la tête, qui fait chaud, vous êtes bizarre, c'est pas naturel, vous en trouvez très peu des gens qui savent faire ça, de façon à ce que ça soit intéressant et pas brouillon, et voire même que la personne passe un mauvais moment et que ça se voit. Donc on s'est dit, cette équation, à l'origine on sait faire de la vidéo, on veut de la proximité. Évidemment que les candidats un peu partout vont être surinterrogés par tous les journalistes, mais on aimerait bien aussi que les gens leur parlent à ces candidats et leur posent leurs questions.
Et on s'est dit que Hangout, qui est l'équivalent un peu de Skype, mais que fait Google, serait peut-être un outil intéressant. Et on a, quand ils ont commencé à nous parler, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire en effet, de débat via Hangout avec les candidats chez eux-mêmes, dans leur permanence ou sur le plateau de France 3. C'était le cas avec Johanna Roland à Nantes, justement. Elle était sur le plateau de France 3, elle, et il y avait 3 ou 4 internautes qui l'interrogeaient à distance, qui étaient chez eux, en hangout, en direct, en vidéo, et qui leur posent des questions. Donc on a mis en place cette petite chose. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est juste monstrueux à faire en fait. Parce que notamment techniquement, ça veut dire qu'il faut envoyer un signal justement de broadcast dans Hangout, et ni broadcast ni Hangout ne sont faits pour se parler. Donc on a beaucoup mouliné, on a travaillé avec les gens, nos techniciens de régie, on a travaillé avec nos techniciens numériques et on a trouvé des solutions. Et puis il faut aller à la rencontre des candidats, c'est-à-dire que ce soir on a Patrick Menucci à Marseille, c'est pour ça que j'y vais, qui va répondre à Hangout. La semaine prochaine on a Jean-Claude Godin. Jean-Claude Godin n'est pas forcément un gros utilisateur d'Hangout de prime abord, donc pour lui dire vous allez répondre à des gens, c'est pas des journalistes, ils vont vous interroger et ils vont pas vous lâcher, parce que quand on revoit par exemple, sur chaque ville vous avez le nombre de Hangouts ou qui se sont tenus ou qui vont se tenir, et il en manque parce qu'on doit mettre à jour aujourd'hui la carte, il y a Lyon, il y a encore plusieurs qui sont en train d'arriver. Quand vous voyez par exemple celui de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui évidemment est en une du site de France 3, ça c'est plus le portail qu'on a fait ensemble, vous vous rendez compte que vous avez des internautes qui les ménagent pas, nos candidats. Moi j'ai beaucoup aimé, notamment celui de NKM, parce que vous avez des questions qui sont des questions qui auraient sans doute été potentiellement abordées par un journaliste, la Daïk Auduit, qui est le journaliste politique de France 3 Paris, mais sans doute pas avec la même suite. C'est-à-dire que quand Nathalie Kosciusko-Morizet répond à une des internautes que oui, elle pense que les crèches ça doit ouvrir au moins jusqu'à 19h30 à Paris, voire même que les familles doivent avoir 5 jokers dans l'année qui leur permettent d'arriver en retard, chose que j'aurais adoré entendre quand moi-même j'étais jeune papa à Paris. L'autre lui, mais il y a 10 minutes, vous nous avez dit qu'il y avait trop de gens qui travaillaient à la mairie de Paris, et maintenant vous dites que vous ouvrez toutes les crèches 1 heure de plus. Bon, d'accord, ça un journaliste l'aurait sans doute fait. Oui, on va les former, en fait, c'est d'autres des gens qui ne faisaient pas ça qu'on va former. Bien, voilà, ça va prendre du temps, évidemment, plusieurs années. Et le retour que vous avez à ce moment-là, c'est un retour qu'un journaliste n'aurait pas fait, mais avec une franchise et une immédiateté de l'internaute qui fait « Ah ouais, mais du coup, ça ne m'intéresse pas, moi, quand vous aurez fini, mes enfants, ils seront plus du tout à la page. Pourquoi je vais voter pour vous ?» Et c'était d'une franchise un peu désarmante. Elle quand même très bien géré ça. Mais c'est que des choses comme ça, c'est vraiment intéressant. Quand vous avez un étudiant à Nantes qui dit pourquoi vous ne donnez pas les transports en commun gratuits, d'habitude vous sur un plateau télé vous avez peu de temps pour répondre à ça parce qu'il faut enchaîner. Là Johanna Roland, moi j'avais trouvé sa réponse intéressante, très pédagogique, c'est si on ne vous fait pas payer le ticket à l'entrée du bus, il va falloir que vous le payiez d'une autre façon. Donc de toute façon c'est vos impôts, c'est des prélèvements qu'on va faire sur votre jour. Et la discussion s'était mise là-dessus assez longuement. Et ça c'est aussi une des bonnes surprises, c'est que généralement on prévoit des débats en hangout de 25 à 30 minutes et au final ils font tous entre 45 minutes et 1 heure. C'est que les gens ont encore des questions, les candidats sont étonnés d'avoir le temps de développer des réponses sans un journaliste qui leur fait signe que cut parce que bah voilà, on doit rendre l'antenne dans 5 minutes. Là, si on a 1h10 de questions et de réponses intéressantes à se poser, ils prennent ce temps-là. Sans les coûts techniques de la télé. Sans les coûts techniques de la télé, oui. Mais ce qui n'est pas le plus gros problème, en fait. Mais avec d'autres coûts, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on installe notamment dans les régies. Là, ce sont 2 hangouts qu'on a tenus complètement en dehors de la télévision. C'était même une volonté de la rédaction de ne pas être sur le plateau pour ne pas poser. C'est une réflexion que j'ai trouvée intéressante de leur part. Ils ne voulaient pas que le journaliste et l'invité soient dans une position, entre guillemets, un petit peu de supériorité. On était dans un beau plateau bien éclairé, alors que les gens étaient chez eux, sans lumière, etc. Moi, j'avais pas pensé à ça, mais j'avais trouvé ça intéressant. Et puis on en a, ça sera le cas de Patrick Menucci ce soir. C'était le cas de Johanna Roland, normalement je peux le revoir. Alors, le son n'est pas bon, je suis désolé, c'est le tout premier qu'on a fait, c'était Nantes qui était le premier pilote. Et il y avait un réglage de son qu'on n'avait pas réussi à trouver correctement. Mais on voit qu'on peut quand même faire des choses de très bonne qualité. On a aussi dans les tuyaux, au total on va en avoir fait une 50aine à l'issue des municipales. Ça veut dire quand même 50 candidats et parfois des candidats vraiment bien. Patrick Menucci, Godin, Alain Juppé, d'accord, il va venir, il faut juste qu'on trouve la bonne date.
NKM, Hidalgo, tous les candidats de Toulouse, les 11 candidats de Toulouse auront fait et sont déjà en train de faire des hangouts. Tous les candidats de Caen seront venus répondre à des internautes. Donc c'est plutôt intéressant. En termes de suivi d'audience, vous avez un retour déjà ou pas? Oui, c'est intéressant ça. Alors on a un retour, oui. Ce qui m'a beaucoup étonné, mais c'est là où on voit qu'on découvre encore des choses en usage, c'est que le plus gros de l'audience, il n'est pas dans le direct. Il est les jours qui suivent. Les gens viennent revoir. Alors, bon, quand on y pense, c'est assez logique. En fait, les gens ne sont pas forcément derrière leur écran à 19h30 au moment où on veut le faire, ou à 20h quand on le fait. On ne le fait pas trop tard, parce que pour les candidats en campagne, c'est pas toujours évident. Le soir, ils ont d'autres choses de bloquer. Mais ouais, on a un ratio qui est 30% à peu près en direct, 70% dans le replay dans les jours qui suivent. Et là aussi, du coup, on a dû mettre une couche qu'on n'avait pas particulièrement prévue quand on a pensé le dispositif. C'était une vraie éditorialisation du replay. L'idée, c'est pas juste de laisser la vidéo à revoir, c'est plutôt comme on a fait sur Paris. C'est France 3 Paris, à force je m'y perds. Hop, je vais vous le montrer. On a eu Charles Becbédé il y a 2 jours. Ce soir, on a le candidat FN Valérand de Saint-Just, voilà. Et du coup, le lendemain matin, on produit quand même de plus en plus. J'ai parfois du mal à retrouver les articles. Il y a beaucoup d'articles dans le feed. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Je suis content quand je vois ça. On remet évidemment la vidéo et le hangout à revoir, mais puis c'est le salon de l'agriculture en plus. Mais on le rééditorialise, c'est-à-dire qu'on fait et volontairement avec des outils web, avec la console de YouTube, voilà. C'est bien, c'est un peu photo de classe, les deux. Oui. Ce qu'il faut retenir. Voilà, de ce qu'il faut retenir, et il y a tout un article assez long qui est fait dessus, mais en plus avec les extraits vidéo qui nous paraissent les plus intéressants, et volontairement on utilise l'outil de montage vidéo qui est au sein de YouTube pour faire ces techniques. Voilà, pour cut la minute 50 quand il va parler du problème du référendum, la minute 30 où il s'explique. Ça c'était intéressant, c'était un truc qui m'avait complètement échappé, que BPD voulait faire financer, notamment à ramasser des dons pour sa campagne via PayPal, et qu'il a été obligé de reculer un peu en urgence parce que c'est pas du tout accepté par la réglementation. Et voilà, donc on coupe comme ça, on explique, donc on essaye vraiment, et là on est vraiment dans un dispositif, je dirais presque, de ce qu'on essaye de faire aussi en social TV, sur des émissions comme Des Paroles Exactes que vous croisez, découpe et on éditorialise. Vous êtes tenu aux règles d'équité en termes de temps de parole? Non. Le web n'est pas tenu à ça, même si notre volonté est de toute façon d'être pas égalité parfaite, de toute façon, mais en équité, c'est-à-dire que tous les candidats sont systématiquement tous invités. Après, les candidats qui refusent, refusent de même, mais on n'est pas obligé, comme les lanternes, même si un candidat refuse, de pouvoir lui consacrer un temps d'antenne, même s'il ne vient pas. Ce que je propose, Erwan, c'est que d'abord tu puisses souffler un peu, parce que ça fait déjà une demi-heure que tu parles à bonne cadence. Super bavard. Et moi, je vais passer le micro. Évidemment, j'ai d'autres questions, mais je préfère vous laisser la parole, revenir sur le temps réel, sur l'interactivité. Donc voilà, je vous passe le micro. Et n'hésitez pas. Je suis la personne Cyril qui a été longuement citée avec beaucoup trop de louanges. Formateur moi-même, j'ai un compte qui s'appelle Cicéron sur Twitter. Et Je suis. merci. Et voilà, moi j'ai des questions d'abord sur le dispositif. Comment sont choisis les intervenants, les citoyens intervenants? Sur quels critères, de quelle manière? Alors, la première chose, c'est que quand on annonce que le débat va se tenir, qu'on a une date, on a un petit formulaire au sein de l'article qui l'annonce, et qu'évidemment on répond sur les réseaux sociaux. Toute personne peut s'inscrire, on demande très peu de questions, un nom, prénom, âge, un numéro de téléphone, et chaque personne est appelée, d'abord pour faire des tests techniques, c'est simplement vérifier la qualité de la connexion, parce qu'on est en vidéo, donc il ne faut quand même pas non plus que ça pixelise. On ne demande pas une qualité parfaite, hein, il n'y a pas du tout besoin d'être en fibre. On avait l'autre jour, je crois que c'est du côté de Clermont-Ferrand, une dame de 67 ans qui avait très envie, qu'on avait entendu parler, c'était génial, j'étais très content, mais il n'y avait carrément pas d'ordinateur. Là, on a atteint la limite de ce qu'on pouvait faire, mais même si on a un moment pensé en disant, mais venez à la station, on vous mettra dans un lieu. Mais on a senti que ça n'avait pas compris que c'était comme ça, que c'était derrière un ordinateur, elle a préféré ne pas le faire. Mais donc voilà, on les appelle à ce moment-là, et là on va leur poser quelques petites questions supplémentaires. C'est-à-dire quelle est leur profession, où est-ce qu'ils habitent, et quelles sont les thématiques qu'ils aimeraient aborder.
ça nous permet ensuite de faire un panachage. Le panachage, il n'est pas du tout en fonction de questions qu'on aimerait exclure ou pas. Il est, si on a 3 participants qui veulent parler que des impôts locaux, bah, c'est un peu dommage, on risque de faire beaucoup de redites et en revanche d'avoir des pans entiers pas abordés. On essaye de faire attention, comme c'est un outil qui est un outil numérique, à pas avoir des participants qui sont tous de jeunes geeks, ce qui pourrait être très sympa, mais qui n'est pas que ça. Qui est des chefs d'entreprise, des parents au foyer, voilà. On essaye de panacher et au final, c'est toujours le journaliste qui anime, qui fera le choix final dans la liste des gens qui ont été contactés ou qui se sont inscrits, qui choisira ça. On vérifie qui sont ces personnes, c'est-à-dire que notamment un étudiant à Nantes s'était inscrit sans préciser particulièrement qu'il était militant, mais sur sa page Facebook, c'était un énorme comité de soutien son nom m'échappe, mais à l'adversaire de Johanna Roland. Et voilà, Laurence Garnier, on l'a vu, parce qu'évidemment on googlise un petit peu les participants. Donc ça gêne pas du tout, c'est-à-dire que nous c'est pas excluant, c'est même intéressant qu'il y ait quelqu'un, entre guillemets, qui partage pas les idées, qui va peut-être être un peu... Mais simplement on le sait, ce qui est déjà important, et on le présente. C'est-à-dire que quand Xavier Roland, le rédacteur en chef, a fait le petit tour de présentation, et je crois que vous êtes militant, comme on a vu. Et voilà. Après, nous, ça ne nous dérange pas du tout qu'il y ait des gens qui sont mis en compte. Voilà comment les gens sont choisis. D'accord, merci. J'ai une autre question qui a trait à Facebook. Tu as entre 15 et 20% d'audience qui vient de Facebook. Est-ce que vous avez subi un contre-coup du changement d'algorithme et d'assurance de Facebook? On a eu c'est amusant, une discussion sur Twitter, justement. C'est sur Twitter qu'on va parler de Facebook. Avec Julien Pain de France 24, les observateurs il y a pas longtemps, et Aude Baron du Plus. Non, nous on l'a quasiment pas senti passer. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi. Mais vraiment incapable. Je sais pas ce qu'on a fait de bien pour pas le sentir passer, mais on l'a fait. Ça m'embête. J'aimerais bien être capable d'analyser, mais je ne sais pas pourquoi. On reste toujours sur ce reach très important de 15 à 20%, avec parfois des pointes assez monstrueuses, notamment à Nantes. On a régulièrement, je pense que ça tient aussi à la sociologie de la ville et des utilisateurs qui sont sans doute encore plus utilisateurs de Facebook à Nantes qu'à Clermont-Ferrand ou dans le Limousin, mais ils le sont plus visiblement aussi qu'à Marseille par exemple. Je pense que Marseille c'est surtout que ça se dilue. Mais on a des pointes parfois avec des jours où on va faire 60% de notre audience en provenance de Facebook sur des articles. Alors ce qui est très étonnant avec Facebook, c'est que c'est souvent sur des articles où on ne s'y attendait pas du tout. C'est il y a 1 an, et j'avoue qu'avec les 24 sites, je finis par me mélanger. Il y avait quelque chose autour du cannabis à Nantes, Cannabis Club ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vaguement et moi, je l'ai vu remonter dans Chartbeat, qui est donc notre outil qui permet de voir en temps réel ce qui se passe sur les sites. On sait exactement combien de personnes sont sur tous les sites, et ça fait une petite jauge. On a ça dans notre équipe. Et je me souviens très bien que ce jour-là, j'étais en train de discuter avec mon équipe, et puis je regarde, voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'était ce truc Cannabis Club qui était en train d'exploser, et 80% de cette explosion, de ça, venait de Facebook. C'est-à-dire qu'on sentait que cet article, sans savoir, on avait un peu tapé dans le mille, et surtout que tout le monde se le partageait sur Facebook, vraiment comme une traînée de poudre. Mais je ne sais pas pourquoi on a gardé un bon reach. J'ai une dernière question, après je passe le relais, c'est le fait que vous ayez fait un partenariat avec Google, explique-t-il le fait que vous ayez des pages des journalistes qui soient sur Google+? Non. Alors, ça explique les pages Google+, qu'on a aujourd'hui on est ouvert des pages Google+, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que là, très clairement, Google nous a dit, mais là, puisqu'on fait un partenariat, vous devriez ouvrir des pages Google+. Finalement, ils ont envie de nous voir. Moi, je leur ai dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Google+, je ne suis pas encore très convaincu, mais je ne suis pas du tout contre. Et en partie, le deal, ça a été de leur dire, si on y va, c'est-à-dire que si moi je demande un peu de temps de travail aux équipes, quelque chose dont je sais qu'on ne va pas ramener particulièrement d'audience pour le moment, aidez-nous, poussez-les. C'est-à-dire que vous faites-en la pub sur votre réseau, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a des pages qui avaient parfois 30 followers Google+, il y a 3 semaines, et qui sont déjà à 10 ou 12 000, parce qu'elles sont mises en avant par Google. Donc c'est une partie de cette chose de se dire, voilà, nous on ne veut pas pour l'instant faire l'effort demander le temps de travail, puisque c'est tout le temps une question de hiérarchie et de priorisation du temps de travail. On ne veut pas le faire pour ça, mais par contre, si vous nous aidez, c'est intéressant. Une des parties que je ne vous ai pas présentées, mais qui fait justement partie de cet accord aussi, enfin de ce partenariat, c'est d'essayer de traiter les municipales à travers les trends, les tendances de recherche. Donc, toutes les semaines, on sort 3 trends, et notamment, j'ai reçu tout à l'heure par mail celle qui va sortir dans la journée, qui sont autour des thématiques de municipales locales,
ce qui se passe dans les recherches des internautes. Par exemple, aujourd'hui, on va sortir quelles sont les recherches sur les candidats à Béziers. Et on s'aperçoit des courbes de différence de recherche de Ménard. À quel moment le nombre de recherches autour de Robert Ménard explose? Est-ce qu'il est toujours très très au-dessus, comme on en a l'impression, parce qu'on parle médiatiquement, nationalement, quasiment que de lui, du phénomène Ménard? On s'aperçoit qu'il est monté très très haut à plusieurs reprises, et on essaye de l'expliquer, c'est-à-dire qu'on retrouve généralement dans l'actu pourquoi telle personne a eu tel pic ou des choses comme ça. Vous voyez, on est sur Toulouse. Toulouse, on se rend compte que les recherches des internautes, quel que soit le candidat, n'ont toutes démarré qu'à un moment que quand Cohen a annoncé qu'il se représentait. Les autres l'avaient déjà dit depuis longtemps, mais ils n'existaient quasiment pas dans les recherches, et ils se sont mis eux-mêmes à exister quand leur adversaire a dit qu'il se présentait. Donc on essaye d'analyser ça. On n'est pas du tout dans l'idée de se dire qu'on va réussir à prévoir les résultats en fonction des recherches, c'est pas l'idée. C'est qu'est-ce que recherchent les gens. Et parfois, on a aussi des surprises. On s'aperçoit par exemple que sur Montreuil, la seule, pour l'instant, comment dire, pour les internautes, la campagne ne démarre pas du tout. Vous avez une qui sort très clairement, c'est Bonnet, sauf qu'elle ne se représente pas. Mais les gens continuent de la chercher. Les autres sont quasi inexistants dans les recherches. Et celui qui est au centre de toutes les recherches, c'est Hamadi. Mais ça correspond au moment où Hamadi a vu une vidéo diffusée de lui en train de se bagarrer dans la rue à Montreuil, ce qui est pour un député très moyennement classe en effet. Et puis on essaye comme ça d'avoir pas mal de choses. On s'est rendu compte par exemple en faisant une recherche que, mais alors de façon très nette, les recherches des internautes sur tout ce qui concernait la loi famille quand elle était en début février en pleine actu, se concentraient sur ces trois régions-là. C'est un peu étonnant. C'est pas forcément qu'une question de population, parce que le Nord est très en deçà, alors que le Nord est la région la plus, enfin le département le plus peuplé de France, après Paris. On arrive à avoir des choses assez étonnantes qu'on essaye d'interpréter, qu'on essaye de proposer, on se dit voilà, c'est un petit éclairage de plus. Comme tous les autres médias, on va sortir notre lot de sondages. Moi, je suis pas un grand fan des sondages, très loin de là. Et je pense que si ça n'a évidemment pas la rigueur scientifique qu'on nous vend sur les sondages, des recherches qui concernent autant l'utilisateur que ceux qu'a Google tous les jours ont un éclairage assez intéressant à nous apporter. Et voilà, toutes les semaines, on en sort 2 ou 3 comme ça. Et Google fournit donc les tendances, mais aussi les graphiques, les visuels. Alors, Google fournit les tendances et Google a un prestataire avec qui en fait, est mis à notre disposition pour générer... et il y a un gros travail de notre équipe d'échange avec les PO, enfin les graphistes, parce que nous, on n'a pas directement dans l'équipe de graphistes, on a un petit studio graphique à France Télévisions Édition Numérique, mais qui sont beaucoup trop dans le jus pour qu'on leur ajoute du jour au lendemain la création de 3 trends dont les données sont fournies le mardi, qui doivent être sorties pour le jeudi. C'était pas possible de le coller dedans. Ouais, donc je suis Olivier, je travaille pour le Conseil Général de Loire-Atlantique et j'ai une question très intéressée. Je ne sais pas si ça marche en fait, je crois pas. Vous avez parlé de grammaire vidéo sur le web et je me demandais, j'ai vu que sur le site vous faisiez de la catch-up TV, mais vous faites aussi des vidéos, j'imagine, uniquement destinées au web. Et quel type de vidéo vous produisez voilà, diffusion exclusive sur le web? Pour l'instant, beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu pour plein de raisons d'organisation de cette grande maison. C'est un de nos objectifs 2014, c'est d'augmenter vraiment fortement, même plus que 2014, en 2014-2015, ça sera vraiment un chantier au long cours. Et pour des raisons qui sont tout à fait respectables et qui sont notamment des raisons sociales. C'est-à-dire que la vidéo aujourd'hui, dans une entreprise de la taille de France Télévisions, c'est géré par des gens qui sont des professionnels de la vidéo et on ne peut pas venir bousculer ça en disant qu'il suffira que les gens aient un smartphone pour générer de la vidéo. Donc on est en train de mettre ça en place, c'est un peu plus long que nous ce qu'on espérait, mais après c'est pas parce qu'on est ceux du numérique qu'on a forcément raison, on écoute quand même beaucoup ce que nous disent nos camarades de l'antenne. Pour l'instant on en produit vraiment globalement très peu. Si on ramène la production vidéo globale d'une antenne de France 3, on pourra plus produire une vidéo web pour 50 vidéos antennes. Donc c'est très peu. On a aussi le problème d'effectifs là-dessus pour pouvoir le faire, c'est que c'est des vidéos faut aller sur le terrain pour la faire. Et que évidemment que nos journalistes sont sur le terrain, etc. Mais ça prend un peu plus de temps. C'est un format qui est un peu plus long à produire, puisque malgré tout, il faut essayer de faire un petit peu de montage derrière, avoir quelque chose de propre, même si ça n'est pas la grammaire de la vidéo antenne. Et pour l'instant, on en produit très peu. Donc ça fait partie de nos très grands objectifs de ce qu'on veut faire. La formation a été faite. Maintenant, il faut que ça infuse dans toutes les parties de notre belle entreprise.
En termes de format, c'est quoi? C'est-à-dire que si on sort du modèle du reportage classique avec voix off, séquence, interview, On sera beaucoup plus, je pense, sur de la vidéo événementielle et d'abord du no comment. On ne colle pas de voix off et on travaille sur l'editing de sa vidéo. Et on sera ensuite sur de l'événementiel. Voilà, le bon exemple qui s'y prêterait, c'est la manifestation de la semaine dernière. Si on peut avoir 2 ou 3 journalistes qui sont dans la rue à ce moment-là avec leur téléphone et qui peuvent filmer des extraits, des morceaux, des moments forts de cette manifestation, on a ensuite un gros travail d'éditorialisation derrière à faire. Mais c'est vraiment ce côté, c'est un peu, il ne faut pas prendre la comparaison prise à l'aide bien sûr, mais c'est un peu comme Kiev, c'est un peu du live stream qu'on voudrait faire. C'est vraiment être capable de sortir du direct, des moments de direct le plus rapidement possible entre le moment où c'est filmé sur le terrain et le moment où c'est à l'antenne, sachant qu'aujourd'hui on a les outils pour potentiellement être en quasi-direct depuis un smartphone dans la rue et sur le site. Après, ça demande une organisation, ça demande que Odez, qui est à ce moment quelqu'un qui éditorialise énormément, que ça ne sera jamais du direct complet, sauf cas exceptionnels sur lesquels on peut tout cadrer à l'avance, mais parce que le direct complet, un peu long, ça prend des risques aussi. Il faut qu'il y ait un filtre, il faut qu'il y ait des journalistes qui vérifient ce qui est en train de se passer. Il ne suffit pas de filmer, et on le sait, on le voit à la télévision régulièrement, 12 personnes en train de charger des CRS pour dire que la moitié de notre forme, ça ne veut rien dire, il faut avoir le reste. Donc il faut avoir ce recul. Moi, je me rappelle toujours de cette photo qui avait circulé sur les réseaux pendant la présidentielle, où vous voyez la manifestation annuelle du Front National à côté de la statue de Jeanne d'Arc et à Opéra. Et le cadrage télé montrait, il y avait la foule, on voyait les têtes, au loin Marine Le Pen, puis vous aviez quelqu'un qui avait pris une photo 50 mètres plus loin, vous avez aperçu que la foule c'était en fait 150 personnes, mais qui étaient cadrées comme il fallait, et pour donner une impression de foule. Tout le débat qu'il y a eu avec la photo de Mélenchon, qui était soi-disant devant un cortège monstrueux, alors qu'on s'apercevait qu'ils étaient 50. Voilà. Donc tout ça, on sait qu'il ne suffit pas de faire l'image en direct, il faut vraiment l'éditorialiser. Et c'est un de nos grands chantiers à venir. On aimerait vraiment, nous, utiliser la vidéo presque moins pour produire de la vidéo web que de l'utiliser pour dire on vous fait du quasi-direct avec cette vidéo sur les événements. C'est ça vers lequel on va essayer de se... C'est une des raisons pour lesquelles tous les journalistes de France ont reçu un smartphone. Petit à petit, c'est là ça qu'on veut les emmener. Oh, ils ont bien compris, ils nous ont vu venir. Question, Philippe peut en poser une. Denis aussi de Télénantes. Denis Vanier, je travaille à Télénantes. Pour rester sur la partie broadcast et production pour le web, c'est un souci qu'on voit nous aussi à Télénantes. La télé, ça reste effectivement une grosse machine. Il y a beaucoup d'impératifs techniques. Est-ce que vous travaillez à France Télévisions sur une manière de réunir les outils de production web et les outils de production broadcast, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une Betacam, que cette Betacam, aussi bêtement qu'un smartphone, soit effectivement connectée, qu'on puisse faire de l'édition en live sur... Est-ce qu'il y a des réflexions, des discussions peut-être avec des fabricants, avec Oui, il y a tout un... Alors il y a un service qui est pas énorme, mais qui existe et qui fait un travail assez formidable au sein de France Télévisions Édition Numérique, notamment, qui est vraiment sur... il y a 2 laboratoires à FTVEN. Il y a un laboratoire éditorial qui produit des choses comme ça, comme Municipali, un newsgame autour des municipales. C'est le laboratoire dirigé, alors là, c'est même plus le mot avec brio, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est vraiment totalement sincère, c'est par Boris Razon qui fait un travail absolument formidable sur les nouvelles écritures, qui a produit des choses comme Infrarouge, comme Génération Quoi, je veux dire, comme Le Grand Incendie, comme... des choses vraiment qui sont très novatrices et qui n'ont pas d'objectif d'audience, qui sont vraiment dans le on va étudier les nouvelles formes narratives, on va le faire une fois et comme ça on sera capable de savoir si on peut l'industrialiser ensuite et le faire. Et il y a un deuxième laboratoire qui est plus justement de tout ce côté matériel. Est-ce qu'on est capable en effet de connecter les matériels d'antenne? Est-ce qu'on est capable de trouver des constructeurs avec des nouvelles choses? Là il y a un vrai travail qui est fait notamment par Bernard Fontaine. Et moi je le regarde de plus loin parce que pour l'instant notamment depuis le début de l'année j'ai vraiment la tête dans les municipales, mais on voit à quel point c'est important quand on voit notamment à quel point sur une opération comme nos débats en out, brancher du broadcast sur du numérique c'est pas du tout naturel, c'est compliqué, ça pose plein de questions, ça demande absolument à ce que les gens du broadcast soient très enthousiastes parce que c'est vraiment vous connaissez ça mieux que moi je suis pas alors,
du tout de broadcast à l'origine, mais je commence maintenant à tellement fréquenter les régies que je finis par commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et en effet, ça pose plein de questions. Donc c'est compliqué, c'est vraiment pas là-dessus deux univers. Je pense que c'est un peu ce qu'a quelque part a vécu la presse écrite il y a quelques années. Hein. C'est vraiment un univers industriel et en plus technologique pointue, coûteux. Il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Notamment, nous, on a installé des ordinateurs dans les régies pour gérer ces hangouts de bonne qualité, etc. Ça pose aussi plein de questions, parce que les régies de France Télévisions, elles sont toutes en réseau. Quand vous regardez sur le papier, vous dites, bah oui, c'est bon, on a trouvé quel ordinateur et quel type de carte vidéo on va mettre, etc. Et puis vous avez quelqu'un qui a raison de vous rappeler qu'elles sont toutes en réseau, donc maintenant on ne va rien ouvrir sur le web comme ça, parce que sinon on fait une porte d'entrée dans toutes les régies de France Télévisions. Ce qui peut du coup poser quelques petits problèmes au cas où quelqu'un comprendrait qu'il peut le faire et avec quoi il peut jouer. Donc ça pose aussi plein de questions que nous-mêmes on découvre au fur et à mesure. C'est ça à la fois qui est passionnant et qui est difficile dans des opérations comme ça, c'est que on doit y intégrer beaucoup de corps de métiers différents, beaucoup de gens de cultures professionnelles différentes, et tous ces gens de toute façon on va tous découvrir en marchant les questions que ça pose. Et en plus, parce qu'on est un peu suicidaire là-dessus et un peu fou, mais c'est ça qui est drôle, on le fait avec des deadlines folles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez calé Godin le 7 mars, il n'y a pas de joie. Il faut que ça marche le 7 mars. Il ne reviendra pas une deuxième fois parce que vous savez, non mais notre en ça ne marche pas bien, monsieur Godin, c'est fini. Et évidemment, comme toujours dans ces projets-là, la campagne elle a débuté il n'y a vraiment pas longtemps. Ça fait 15 jours que ça commence à monter. Nantes nous a servi de pilote, c'était un petit peu avant, mais là on est sur des semaines où cette semaine, je crois qu'on avait 12 débats, 12 hangouts en même temps. Toulouse, Paris, Marseille, Clermont-Ferrand, en Auvergne et je ne sais plus où encore. Donc il faut, et là aussi on n'a pas des équipes, chaque régie est un peu différente. Ça aussi j'ai découvert ça avec bonheur, c'est réseau, pareil. Non, chaque régie est un petit peu différente, chaque régie a du matériel qui date de différentes époques, qui elles-mêmes, ils arrivent à les faire marcher, mais avec parfois un petit côté qui ressemble assez au numérique. Hein. On a bidouillé par-ci, on a bidouillé par-là, et nous on arrive avec nos bidouilles numériques, maintenant on va rebidouiller, bidouille sur bidouille plus bidouille. On ne sait pas toujours ce que ça va donner à l'arrivée. Mais on y arrive parce qu'on a vraiment des équipes de bonne volonté, et c'est parfois le défaut qu'on peut avoir dans le numérique. Je ne parle pas de France Télévisions, c'est vraiment partout. J'ai même fait un petit billet sur ce thème-là aussi. C'est que nous, on arrive, on est très pressés, on sait ce qu'on veut faire, on va tout changer, on va tout révolutionner. Ceux qui bossaient là avant, c'est forcément des pas bons et des cons puisqu'ils n'étaient pas dans le numérique. Bah non. Et donc, il faut tenir compte de ça. Et en effet, c'est une grosse industrie, c'est lourd à bouger. Hein. C'est une régie, un plateau, un ingé son, ils ne trouvent pas des solutions en 2 secondes. Et nous, on ne peut pas être en plus dans les 24 régions en même temps parce que l'équipe qu'on dirige avec Stéphane, au total, on est 8 personnes pour gérer tous ces projets sur les 24 régions et les 9 outre-mer. Donc ça fait 6 chefs de projet, nous 2. C'est bien, hein, mais là aussi, comme je disais tout à l'heure, j'aurais 2 ou 3 personnes plus, je saurais quoi leur faire faire. Mais on lance un nouveau projet, ça serait pas raisonnable, on ne serait toujours pas assez. J'ai juste une autre question pour rebondir aussi sur l'expérience des hangouts. On est convaincu à Télan de l'intérêt des hangouts au niveau éditorial, même si on n'utilise pas encore, on utilise qu'en interne pour faire du multiplex, broadcast notamment. Mais on a le sentiment sur ces nouveaux outils, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de vouloir les utiliser à tout prix avant même d'avoir vérifié l'intérêt éditorial? Je prends un exemple, mais c'est vraiment pas pour critiquer, mais par exemple pour le hangout de Nantes, on connaît chacune des personnes qui est intervenue par hangout pour interroger Joanne Roland. Ces personnes-là pouvaient très bien se déplacer sur le plateau de France 3 pour venir. On a eu cette réflexion-là de nous dire, finalement, en local, est-ce que le hangout se vérifie? Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation, et tout le monde là, de vouloir absolument tester les choses pour voir si ça marche, même si l'intérêt éditorial n'est pas... Il y a toujours cette tentation, et sûrement que c'était un choix que moi j'assume complètement, c'était que d'abord c'était le premier, donc je pense qu'on n'aurait pas énormément suscité de volontaires pour se lancer sur quelque chose qu'on ne pouvait même pas montrer un exemple à des internautes potentiellement pour leur montrer à quoi ça allait ressembler. Et en plus, je voulais des gens qui, au moins, dont je savais, étaient presque tous à l'aise avec l'outil. On avait une participante qui était
à l'aise de prime abord avec l'outil, mais on a formé. Oui, c'est moins connu que Skype. Et ça nous a permis, nous, surtout, de tester tout le process. Donc j'ai un peu sécurisé et clairement, on a été chercher, nous, des gens dont on voulait penser des profils intéressants. Simon Rubik, évidemment, aurait pu tout à fait venir sur le plateau, etc. Mais ça nous a vraiment servi de test. Et ce test, on en avait besoin parce qu'aujourd'hui, voilà, sur un NKM, on a une 60aine de personnes qui proposent, qui s'inscrivent sur le formulaire, ce qui est à la fois pas énorme, mais quand même beaucoup. On pourrait se dire qu'NKM, on va en avoir des centaines. Non, parce qu'on est quand même sur un format où il faut être en vidéo pendant 30-45 minutes avec un politique professionnel qui est beaucoup plus à l'aise que vous de toute façon dans l'exercice d'un débat. Donc c'est pas forcément évident. Il s'expose plus que sur un chat. Ce qu'on est en train de se dire, c'est par exemple sur le second tour, on fera peut-être un petit système si on a des candidats, et ça a l'air plutôt bien parti, qui veulent revenir, on a plutôt des bons retours là-dessus, c'est de se dire on pourra aussi déposer en vidéo des questions à l'avance, sans être forcément dans le débat tout du long, trouver un petit système où les personnes via Hangout pourraient déposer leurs questions et qu'on utiliserait pendant le débat. Tirer de petites questions, on a commencé à y rajouter, mais ça on ne voulait pas le faire dès le début, la possibilité évidemment de commenter via notamment Twitter et de pouvoir intervenir, on ne voulait pas la rajouter parce que là aussi il fallait quand même que les gens qui animent, qui font autour aient le temps de prendre un peu tout ça en compte. Et puis pour une fois, c'est nous qui avons été trop prudents, c'est notamment Daïk à Paris qui nous a dit mais pourquoi je ne vois pas le fil Twitter là, moi je veux que les gens posent des questions aussi sur Twitter. Si tu veux les remonter Twitter, le pari est gagné, c'est bon, on vous laisse, vous êtes tranquille. Et maintenant, ils déroulent, alors on ne fout plus les pieds à France 3 Paris-Île-de-France pour les Hangouts, ils nous déroulent ça, ils en font 3 ou 4 par semaine, ils ont déjà ils ont proposé à NKM et à Hidalgo un débat de second tour, toutes les deux avec des internautes, qui, s'il se passe bien, pourrait être peut-être retransmis sur un grand écran quelque part dans Paris, avec la possibilité toute la journée aux gens de cet endroit-là de venir déposer sur des écrans tactiles des questions en vidéo en plus. Donc on essaye on l'enrichit. Le premier, très clairement, était hyper bordé parce qu'on savait, pour même donner vraiment les coulisses, je veux dire que le débat devait commencer à 19h30 juste après le JT. Je pense qu'à 18h45, j'étais toujours pas sûr qu'on allait le faire parce qu'il se posait encore plein de questions. Et notamment, il y a un truc qu'on n'a pas résolu ce jour-là, qui est la question de la boucle de son, qui nous a fait. Alors là, j'ai découvert qu'en son, dans une régie, il y a du N-1, du N+1, et qu'on a réussi à faire un N0, je ne sais comment, mais que Hangout gérait un truc, on pensait qu'il gérait pas, mais en fait il le gérait et puis on s'en est pas aperçu. Et ça nous a fait un son qui saturait, qui était assez désagréable. Donc on a beaucoup changé et on a aussi les retours notamment de nos journalistes antennes. Xavier Roland nous a dit au deuxième, moi je préférerais le faire de mon bureau, c'était sympa en plateau, mais je trouve que ça me met dans une position qui n'est pas la même que les internautes. Je trouve que c'est plus intéressant que je sois dans mon bureau, moi-même devant une webcam. Pourquoi pas. Et la candidate était elle-même du coup à son QG de campagne et pas en plateau. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes, on peut peut-être prendre 2-3 questions courtes avec réponse courte si possible. Oui, pardon. Moi j'ai une question sur la longueur des vidéos dont tu parlais tout à l'heure. Vous avez gardé trace des hangouts avec des vidéos qui font 45 minutes, parfois. Tu parlais de statistiques tout à l'heure. Est-ce que tu as les statistiques de temps de lecture réel ? Alors, parce qu'il y a des décrochages qui peuvent être monstrueux. Bien sûr, je les ai, mais je vais dire très honnêtement, j'ai toujours pas eu le temps de me plonger dedans. Pour l'instant, j'essaie juste pour les tiennes, les hangouts. Donc ça, voilà. Je me souviens d'avoir fait un audit pour le ministère de l'Éducation sur Canal U, qui était un canal universitaire, tu sais, qui stockait tout un tas de vidéos de la 5 et je sais pas quoi. On a des décrochages assez importants, mais je pense qu'on va être sur des décrochages qui sont un peu, par exemple, ce qu'on voit nous notamment, pas sur la vidéo évidemment, parce qu'on ne l'a pas en temps réel, mais qu'on a sur les débats, sur des émissions comme Mots Croisés, où on a tout le dispositif de Social TV, on voit Mots Croisés, on connaît, nous c'est notre petit pic qui nous fait toujours rire en régie, il est même 3h59, la communauté est à fond, et dans les 2 minutes qui vont suivre, on va perdre énormément de gens, parce que les gens vont réaliser qu'il est minuit, que demain, vont aller taffer, et que ça les intéresse, mais qu'on va les perdre. Et on voit cette baisse là, fou. Et je pense qu'on va en étudier, mais on n'est pas, pour le coup, on fera un gros débrief de ça post-élection, parce qu'en plus des élections, on a beaucoup de choses. On va complètement casser la une des sites les 2 soirs des élections. On va vraiment changer. Les sites Paris, les sites France 3 ne ressembleront plus du tout à ça. Ils seront entièrement consacrés à la municipale, avec un nouveau graphisme qui ressemblera beaucoup plus à une timeline de réseau social dans lesquels viendront se glisser automatiquement les résultats à chaque fois qu'ils seront tombés dans notre base de données interne et à chaque fois qu'un
un candidat ou quelqu'un tweetera, fera une photo, fera quoi que ce soit depuis le terrain, viendra se glisser automatiquement, les articles viendront se glisser en timeline, avec un objectif de 300 informations données dans cette timeline par soir et par site, et avec un petit bouton qui permettra aux allergiques des municipales, comme l'avait fait, ça c'est juste pour le plaisir de le faire si on a le temps, comme le Guardian avait fait pendant les JO, si ce soir ça vous embête les municipales, il y a un petit bouton, on enlève tout et vous retrouvez votre ancien site et vous pouvez voir votre résultat de football. Et c'est un site en plus sera à la fois un site d'info et à la fois un site de second écran. C'est-à-dire qu'on gardera en toute largeur, vraiment on casse complètement, on n'aura plus de colonnes, on aura une seule grande timeline et sur toute la largeur le direct des plateaux, puisque les 24 régions seront en direct avec les invités, les candidats, les réactions, les choses comme ça. Donc tous ceux qui ne seront pas devant leur télé, il leur suffira d'être devant le site de France 3 pour avoir la réaction d'Alain Juppé invité à Bordeaux, à Aquitaine, des choses comme ça. Et si vous êtes devant votre télé, faites disparaître cette vidéo et ça va être votre second écran. Parce que tout ce qui va se passer là, c'est pas ce qui se passe dans votre télé, ça sera de l'information complémentaire de ce qui se dit en essayant de coller ou dérouler et d'intégrer ça en plus. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que vous n'êtes pas devant votre télé, c'est là, vous êtes devant votre télé, là ça vaut quand même le coup d'avoir votre écran dans les mains, de regarder notre site, parce que tout ça vient enrichir ce qu'en fait vous voyez, puisque on sait qu'à l'antenne, mettre des résultats qui défilent en bandeau, c'est pas, d'abord on ne peut pas tout passer, et puis on est obligé de se limiter à des choses quand même très, très, très courtes, alors que là on va pouvoir vraiment enrichir ça de façon assez importante. Là, tu parles de complémentarité entre donc premier écran, deuxième écran, etc. Si on intègre aussi dans la réflexion YouTube, comment une télé de service public envisage son avenir face à cette télé que les jeunes générations consomment tout à fait différemment, comment, malgré une marque de chaîne YouTube que vous pouvez créer, comment vous pouvez garder une stratégie et une cohérence éditoriale là où c'est découpé en tout petits bouts, que c'est regardé par des 10-15 ans maximum, quasiment. Comment vous envisagez tout ça? Je vais laisser Erwan répondre, évidemment, mais pour compléter la question, dans 5 ans, est-ce que le site de France 3, c'est France 3 Région, tu l'imagines comment, comme une chaîne YouTube peut-être, locale, ou plusieurs chaînes thématiques sur YouTube? Comment est-ce que tu vois ça? Question de Philippe. Dans 5 ans, j'en ai absolument aucune idée. Et je vais même vous dire, je fous dehors à couper au cul celui qui vient me dire qui c'est, parce que c'est pas possible. 5 ans, c'est la science-fiction en ce moment dans notre domaine. Alors 3 ans, 2 ans. Allez. 2 ans, ouais, j'ai déjà des idées un peu plus précises. D'abord, nous, on a une stratégie, et là, c'est pas particulièrement nous, c'est impulsé toujours, et je pense qu'il a raison, j'y adhère, c'est vraiment pas un discours que je porte, c'est juste que je pense que c'est la bonne chose, impulsé par Bruno, qui est de dire, d'abord, on est le service public, ce qui a des grands atouts, et parfois des handicaps, mais surtout, enfin plus que des handicaps, des obligations. Et notamment, on part du principe que le service public, nous, on n'est pas là pour faire forcément de l'audience à tout prix pour vendre de la pub, donc on a un objectif qui n'est pas forcément faire de l'audience sur nos chaînes, mais que nos contenus qu'on juge de qualité soient le plus vus possible. Si les gens sont aujourd'hui sur YouTube, c'est quelque chose qui n'a pas été forcément simple à faire comprendre en interne. On avait des vraies résistances, on ne va pas mettre nos vidéos sur YouTube, c'est une connerie, les gens vont plus venir, etc. Nous on a pris le pari, et ça se vérifie pour l'instant, qu'on va les mettre sur YouTube, on va les mettre sur Dailymotion, on va les mettre sur Vimeo si les gens sont très utilisateurs de Vimeo, on va les mettre sur je ne sais quelle plateforme qui sortira et dont je n'ai pas le début d'une idée. On doit les rendre le plus accessible possible. Et ça, de toute façon, ça continuera d'être le cas. Mais on est en pleine exploration, c'est-à-dire que pour l'instant, justement, ces chaînes professionnelles YouTube, personne n'a encore vraiment trouvé le Graal du fonctionnement, et je ne suis pas sûr qu'il y aura un Graal du fonctionnement. Je ne suis pas sûr que l'année où ABC trouvera aux États-Unis comment faire une chaîne YouTube qui cartonne, ça sera forcément duplicable sur une chaîne française, où on voit des vraiment très grandes différences d'usage, mais parce qu'il y a déjà des très grandes différences entre les chaînes, entre les types de télévision. Vraiment, maintenant, moi que je suis plus plongé là-dedans, c'est anecdotique, mais on avait poussé un grand cri de joie, une vraie bonheur personnel de toute l'équipe quand on s'est aperçu que des paroles et des actes généraient une conversation sociale plus importante que les grands shows politiques US. On est devant Meet the Press en nombre de tweets générés par des PDA. Ça va de champagne, puis après on s'est rappelé que, ouais, sauf qu'en fait aux États-Unis, les grands shows politiques, personne ne les regarde, tout le monde s'en fout. Nous on n'aime pas nos politiques, mais on adore les regarder. Donc en fait ça compensait, c'était assez logique finalement qu'on soit plus puissant qu'eux sur les réseaux sociaux avec beaucoup moins d'utilisateurs, mais parce qu'ils ont beaucoup moins de monde à regarder l'émission que nous. Donc on a vraiment des différences.
ce à quoi ça ressemblera, ça sera en effet, je pense, des chaînes régionales aussi, qui seront accessibles sur toutes les plateformes où les gens sont utilisateurs. C'est déjà beaucoup le cas, hein. C'est-à-dire que ces chaînes, elles sont très accessibles sur Facebook. Regardez la page Facebook aujourd'hui d'une antenne régionale de France Télévisions. Vous avez quasi l'accessibilité à quasiment tout ce qu'on propose sur le site, à un moment ou à un autre, est proposé sur Facebook. On sait que vous ne voyez pas tout, notamment grâce au sympathique algorithme de Facebook qui nous change tous les 6 mois, ça commence à bien faire. Mais c'est de toute façon disponible. Vous êtes sur Twitter, on vient sur Twitter, on va aller vous proposer là où vous êtes, de voir ce qu'on a, puisque nous, c'est vraiment l'idée de se dire, hey, venez, on a des choses intéressantes à vous donner. Vous êtes sur YouTube, on vient sur YouTube, on a un Donc demain sur Netflix. Netflix. Attendons que Netflix soit là. À titre personnel, j'adorerais que Netflix soit là. Ceci ne sera jamais évidemment répété, mais ça m'éviterait d'avoir à aller chercher mes Walking Dead dans des endroits où je ne suis pas censé aller les chercher. C'est pas gagné, hein, l'arrivée de Netflix, mais j'espère. Oui, s'ils arrivent et qu'ils révolutionnent ça, oui, on fera. Je veux dire, c'est évident. C'est évident que d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si France Télévisions sera sur Netflix, mais c'est évident que d'une façon ou d'une autre, on utilisera Netflix. Si Netflix arrive en France et s'impose à la vitesse où il s'est imposé aux États-Unis, ce serait là, en revanche, à mon avis, c'est pas forcément l'avis de l'ensemble de tout le monde à France Télévisions, c'est normal, hein, c'est une très grande entreprise, mais ça serait suicidaire de continuer à se dire non. Les gens, ils viendront chez nous. Enfin, on sait que c'est une logique que beaucoup de médias ont adoptée et sur laquelle ils reviennent presque tous à un moment ou à un autre, parce qu'on ne peut pas obliger, on ne peut pas changer les contenus, les usages des gens. Il faut s'adapter aux usages des gens. Et peut-être que dans 3 ans, c'est YouTube qui sera en baisse complète. Non, je disais y compris les chaînes payantes, parce que Canal a ouvert 20 les chaînes payantes, y compris les chaînes payantes. Dieu sait qu'elles étaient pas du tout fans de YouTube il y a quelques temps. On va s'arrêter là. C'est un peu le principe, le jeu avant d'avancer des données 1 heure. Et de toute façon, il y a le CCO besoin de la salle là, pour 13h15. Merci beaucoup. Il y a évidemment plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. On a parlé de la PQR, des pure players locaux, etc. J'espère que tu repasseras par ici. Tu es la bienvenue en tout cas. Et merci pour vos questions.